Les ruisseaux des têtes de bassin ont une valeur écologique essentielle. Ils offrent un espace vital pour de nombreuses espèces patrimoniales, que ce soit pour la lamproie de plein air, le chabot, la moule perlière ou encore l'écrevisse à pattes blanches, aujourd'hui en très fort déclin. Le parc naturel régional du Morvan et ses partenaires ont initié un programme Life Nature sur 13 sites Natura 2000 de Bourgogne et de Franche-Comté. Son but est d'expérimenter des techniques pour protéger et améliorer la qualité de l'eau et des habitats des têtes de bassin. Le ruisseau de Merlu et son marais représentent un milieu humide de moyenne altitude, un milieu devenu rare en ce début de 3e millénaire. Ce petit joyau a pourtant beaucoup souffert. Pendant longtemps dans les zones tempérées, la politique de l'homme face à l'eau était de s'en débarrasser en l'évacuant au plus vite, pour des raisons sanitaires ou pour tenter de récupérer des terres agricoles. La préservation de milieux naturels semblait alors sans intérêt. Ainsi, le Merlu a été détourné, devenant rectiligne et n'offrant à terme qu'un milieu aquatique simplifié, empêchant le ruisseau de jouer un rôle essentiel, celui de pouponnière à poissons, en particulier pour la truite. Le projet de restauration du Merlu a vu le jour en 2003. Il a fallu tout d'abord définir le projet, mais aussi acquérir les 19 hectares de terrain. Avant d'engager les travaux, un état initial biologique a été réalisé. En 2008, la restauration peut commencer. Une pêche électrique de sauvetage est organisée dans le lit créé il y a 200 ans et qui sera bientôt comblé. 29 283. Hop. Avant de rétablir le lit aval du Merlu, il faut préparer le terrain. Abattage, défrichage et débardage. Ces travaux permettent aussi d'éliminer les résineux non naturels qui seront remplacés par des essences caractéristiques des forêts humides, comme l'aune ou le frêne. Le tracé rectiligne amont est appelé à disparaître. Il n'a d'ailleurs jamais atteint son objectif, qui était d'assécher les marais de la plaine du Merlu et d'ainsi récupérer des terres cultivables. La zone est devenue un terrain manquant d'eau en été, mais par contre, fréquemment inondé durant les périodes humides. Travailler sur un tel projet est tout à fait exaltant. Pendant de longues années, c'était très difficile d'arriver au stade de restauration et il fallait énormément faire de compromis. Ici, pour des raisons multiples et pour des raisons un petit peu d'exemplarité, on se retrouve avec un secteur où on a pu aller vers à peu près l'optimal. Ça s'est passé avec un espèce de consensus, c'était même plus qu'un consensus, c'était une véritable dynamique. Par conséquent, c'est très agréable et on nous a donné enfin, pourquoi c'est exaltant aussi pour un scientifique, pour un hydrobiologiste, c'est qu'on nous a donné les moyens d'avoir un état initial, c'était même imposé par la démarche européenne et c'est une très bonne chose, c'est d'avoir un état initial très détaillé qui va permettre de bien comprendre tous les mécanismes. Les curages successifs et les corrections successives du Merlu ont provoqué l'élargissement du lit et son approfondissement. Ce qui a comme conséquence de totalement mettre à sec les caches à poissons, les sous-berges qu'on voit sous mes bottes. Pour voir qu'un cours d'eau est en équilibre dynamique, en équilibre morphologique, eh bien, il faut s'asseoir sur la berge et les bottes qui touchent l'eau. Ce qui est ici actuellement pas le cas. Et après la restauration, ça le sera. Le Merlu est un ruisseau jurassien de 8 km qui se jette dans la Valouse près du village d'Écrilles. Le tracé rectiligne créé il y a 200 ans sur sa partie amont va disparaître et ses drains seront comblés. Grâce à d'anciens cadastres, mais aussi à des photographies aériennes, le lit initial du Merlu a pu être retrouvé. Méandriforme, il devrait permettre de redonner tout son éclat au marais en le renaturant, c'est-à-dire en retrouvant son état naturel, qui est celui d'un équilibre écologique. Là imagine la lame d'eau sans... Bon là on va arriver à la recharge ici. Par ici, tout à fait. Donc là où t'es, c'est bien. Voilà.
Dans le programme LIFE, plusieurs espèces ont été choisies comme marqueurs biologiques. Elles ont des exigences croisées. Ainsi, leur présence simultanée permettra de garantir la préservation de l'édifice biologique tout entier. Parmi ces espèces, l'écrevisse à pattes blanches, bien sûr. Un crustacé qui, à l'âge adulte, va réduire son territoire à quelques dizaines de mètres carrés. La lamproie de plein air est également une espèce indicatrice par son besoin d'une eau de bonne qualité et de sédiments non pollués. Quant au chabot, il est le garant d'un habitat pierreux, avec l'étonnante particularité de rester près du galet où il a pondu ses œufs, puisque le mâle va les protéger et les oxygéner pendant toute l'incubation. Sur la partie amont, le tracé rectiligne vit ses dernières heures. Le merlu est tout près de retrouver son lit originel, une étape importante dans un projet riche de collaboration. On est arrivé aussi dans un endroit où les usagers sont enfin persuadés de la richesse patrimoniale de ce type de milieu. Donc à partir du moment où les différents acteurs, les gestionnaires, les riverains, les promeneurs, les pêcheurs, on arrive à un consensus, la difficulté majeure, elle a pratiquement disparu. Il se trouve que même ici, l'usage agricole est intelligent, il se sert des capacités originelles de la terre. Donc ça, finalement, la surprise ici, ça a été une bonne surprise. C'est que ça s'est bien passé. 5 années de travail qui permettent d'aboutir à un moment fort du projet, la remise en eau du lit initial du merlu. C'était le 25 août 2008. Le lit initial n'est proposé au merlu que par un petit canal qui joue simplement le rôle de guide. C'est le ruisseau lui-même qui élaborera son lit, adapté à son débit et à son énergie, retrouvant très certainement celui du XVIIIe siècle. Quant au lit rectiligne, il fera partie des terres agricoles récupérées qui deviendront des prairies de fauche proches du chemin et plus facilement exploitables. Le merlu ne se contentera pas de faire revivre son ancien lit. Il reprendra pleinement possession du marais afin d'y rétablir un équilibre écologique et hydrologique. Aujourd'hui d'ailleurs, de telles zones naturelles représentent un atout économique régional intéressant. Ce sont des espaces recherchés par les randonneurs qui favorisent ainsi le développement d'un tourisme doux. On est sur quelque chose qui est vivant, on n'est pas dans une réserve, on n'est pas sur quelque chose qui est mis sous cloche. On est dans un endroit où l'homme retrouve un équilibre moderne, on va dire, actuel, avec les milieux naturels. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, si c'est effectivement à ça qu'on parvient, eh ben c'est satisfaisant. Oui. Et je suis content de faire ce travail-là dans ces conditions-là. Mais après, on verra bien. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, on verra ce que ça donnera. Dans la forêt domaniale de Châtillon, 7 étangs ont été construits au Moyen Âge. Ils étaient utilisés par les moines de l'abbaye pour produire du poisson. En 1968, un de ces étangs est modifié afin de réaliser un complexe de 5 plans d'eau de pisciculture, ce qui a créé de grands problèmes à la faune du ruisseau. Le premier a été de cloisonner les populations en place, puisque les bassins sont devenus infranchissables. Le deuxième a été de provoquer un réchauffement de l'eau de 2 à 3 degrés, perturbant ainsi la reproduction. Dans le cadre du programme LIFE, ces 5 plans d'eau ont été supprimés. L'opération s'est déroulée en 2 étapes. Ce sont tout d'abord les plans d'eau amont qui ont été vidangés en été 2006. Puis, quelques mois plus tard, les 2 plans d'eau aval, avant l'arasement de la totalité des digues. Tout s'est déroulé dans le respect du milieu naturel, de l'abaissement progressif des niveaux d'eau pour permettre une stabilisation des fines du lit à la pêche des poissons pour les déplacer vers un autre étang. Dans le mois qui a suivi la mise en à sec, l'ensemble du lit des étangs a été reconquis par le saule blanc, avant que le ruisseau ne reprenne naturellement un tracé méandriforme.
Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre. Ils sont extrêmement visuels, mais pas seulement. Le milieu pourrait redevenir à nouveau favorable à des espèces comme la truite fario, puisque les relevés thermiques sont porteurs de très bonnes nouvelles. Le plus chaud qu'il y a eu à cet endroit-là, c'est 21,5 degrés, grosso modo, le 2 juillet. Donc ouais, c'était la période la plus chaude, juste au moment où on avait installé le système de moines en amont. Donc c'est bien, parce que même l'année dernière où il a pas forcément fait plus chaud, voire même un peu moins chaud, on avait des températures qui montaient déjà jusqu'à 24, alors que là on ne dépasse pas les 21,5 degrés. Donc on a quand même un gain au moins thermique qui est très net. Je dirais que les difficultés, elles sont dans la vitesse de recolonisation. Nous avons annoncé que ça reviendrait assez naturellement et on va dire assez rapidement. Cependant, il faut en interne expliquer que ça met assez rapidement, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans. Et donc il faut expliquer progressivement aux populations, en interne également dans la structure, que le cours d'eau qui est en train de se restaurer, ça sera quelque chose de progressif. Ce sont des petits cours d'eau, donc il n'y a pas un apport forcément très fort en amont de matériaux solides pour que ça se fasse très très rapidement. Mais nous sommes assez optimistes pour les prochaines années. L'occupation du lit des étangs par la végétation et celle des ruisseaux par la faune aquatique seront observées afin de pouvoir analyser les résultats de l'opération. Les suivis réalisés par télémétrie sur les écrevisses à pattes blanches montrent une recolonisation rapide des milieux. Dans le Morvan, nombreux sont les ruisseaux à franchir des parcelles agricoles, des routes ou des dessertes forestières. Et les bus qui ont été utilisés pendant longtemps pour ces passages posent des problèmes pour les déplacements de la faune aquatique. Les truites ne peuvent plus accéder à leur zone de frayère. Les populations diminuent, mettant en danger la moule perlière qui a besoin de la truite pour le développement de ses larves. Le principal impact, c'est certainement de créer, au pied de l'ouvrage, des chutes d'eau qui empêchent l'accès aux petites espèces. Des buses qui offrent en plus une très faible lame d'eau en débit moyen et une vitesse d'eau très élevée en débit soutenu. Dans le cadre du programme LIFE, d'autres techniques sont expérimentées. Par exemple, des ponts en bois qui offrent de nombreux avantages. Leur pose s'effectue à même les berges, sans fondation et sans modifier le profil ou la rugosité du lit. Cela évite les chutes infranchissables et préserve les vitesses naturelles. Une autre technique est également intéressante. Elle consiste à utiliser des arches autoportées. Il est possible de les recouvrir de 50 cm de remblai compacté et d'ainsi permettre le passage à des engins forestiers ou agricoles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à chaque fois chez des privés. Donc c'est un travail avec un exploitant agricole, avec un propriétaire d'étang, avec un propriétaire forestier, de comprendre comment lui travaille pour essayer de concilier l'usage, de voir quel aménagement on peut faire pour nous obtenir notre objectif de restauration, voire de préservation du cours d'eau, mais lui concilier et garder l'usage qu'il fait de sa propriété. Donc ça, c'est le gros travail. La forêt de Chaux est un des grands massifs forestiers français. Elle abrite 460 km de ruisseaux, dont un dixième seulement est alimenté de manière permanente, alors qu'il y en avait le double à la fin des années 60. On n'y retrouve plus qu'une seule population d'écrevisses à pattes blanches, cantonnée sur quelques centaines de mètres. La diminution hydrique provoque également un dépérissement de certains arbres, le chêne en particulier. Il s'agit de supprimer les lits rectilignes créés dans les années 50 et de réactiver les tracés méandriformes pour restaurer les échanges entre ruisseaux et nappes. Une stratégie douce a été retenue. Des bouchons étanches ont ainsi été créés à chaque intersection entre le chenal rectiligne et l'ancien tracé, obligeant le ruisseau à reprendre ses méandres originels. La restauration des capacités de stockage de l'eau en forêt revêt une très grande importance, pour les arbres comme pour les espèces. En ce début du XXIe siècle, les périodes de sécheresse sont annoncées plus fréquentes et plus intenses. Alors, les premiers résultats issus des suivis de battements de nappe principalement font apparaître un allongement
de la durée d'écoulement, durée de présence de la nappe, de l'ordre d'une dizaine de jours actuellement. Donc ça, ce sont des données partielles sur la première année. On a une durée de présence de l'eau libre dans certains bras qui est augmentée là de plusieurs semaines. On a une nappe qui est beaucoup plus proche de la surface du sol. Donc là, on a une restauration du fonctionnement hydrique des sols qui est très très nette. Et évidemment, une atténuation très, très nette des phénomènes d'érosion. Côté biologique, même si c'est encore un peu trop tôt pour avoir un bilan significatif, on a déjà des effets très positifs. On retrouve des espèces tout à fait caractéristiques de ces milieux humides qui n'étaient absolument pas trouvées auparavant. Limitation du drainage en forêt de chaux, effacement des temps en forêt domaniale de Châtillon, amélioration de passage, restauration de 1500 mètres du Merlu, toutes ces opérations devraient permettre la réhabilitation de cours d'eau et de zones humides à l'intérêt biologique et écologique rare. Il faudra toutefois du temps pour savoir si ces aménagements sont acceptés par la nature. Si le chabot s'y sent à l'aise, la lamproie y opère et l'écrevisse s'y installe. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous les acteurs du projet pourront se féliciter de leur travail et le reproduire sur d'autres sites de la région, mais aussi ailleurs en Europe. Pour que chaque jour, l'homme permette à sa planète nourricière de conserver ou de retrouver son indispensable diversité, celle qui fait toute sa beauté.